Je m'appelle Léa et j'ai 23 ans. Tout était prêt, le billet d'avion, le visa. Mes économies, tout s'alignait parfaitement. Ma lettre d'admission pour l'Université de Montréal était soigneusement imprimée et rangée dans mon sac à main, et ces 3 années à enchaîner les gardes de nuit dans un supermarché de quartier avaient enfin fini par payer. J'avais économisé chaque euro, chaque centime, chaque pièce qui roulait sous le comptoir. J'avais fait une croix sur les sorties entre amis, j'avais porté les mêmes chaussures pendant 2 hivers. De suite en me répétant sans cesse que ce sacrifice en valait la peine. Et c'était vrai, tout cela en valait la peine, jusqu'à cette nuit-là. La veille de mon départ, j'étais dans ma chambre pour une dernière vérification, passeport, confirmation du vol, relevé bancaire, visa d'étudiant. J'avais passé en revue cette liste tellement de fois que je pouvais la réciter de mémoire. Tout était en règle. J'ai réglé mon réveil pour 4h30 du matin, j'ai fait une petite prière silencieuse et je me suis autorisé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'espoir, un espoir sincère et chaleureux. Je me suis endormi avec le sourire. Mais à 2h du matin, le bruit de la porte de ma chambre qui s'ouvrait m'a réveillé en sursaut. Ma mère se tenait là, les bras croisés, avec cette expression que j'avais appris à redouter en grandissant, ce n'était pas de la colère pure, mais quelque chose de plus froid. Une volonté de contrôle absolu. Elle tenait mon passeport dans sa main comme si ce n'était rien, comme un simple ticket de caisse qu'elle s'apprêtait à jeter. Je me suis redressé sur mon lit et le premier mot qui est sorti de ma bouche était une question dont je connaissais déjà la réponse. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a répondu, d'un ton plat et définitif, sans aucune place pour la négociation, que je ne partais plus. Elle a dit exactement ceci, tu ne pars pas, qui va faire la cuisine et le ménage ici? Je me souviens que ces mots m'ont frappé en plein cœur, non pas parce qu'ils étaient cruellement évidents, mais parce qu'ils révélaient exactement ce que j'avais toujours été à leurs yeux, non pas une fille avec des rêves. Non pas une jeune femme qui s'était épuisée au travail pour s'offrir un avenir, mais une simple domestique. Une aide à domicile gratuite, une commodité. Mon père est apparu derrière elle, dans l'encadrement de la porte et a ajouté calmement que ma petite sœur, Chloé, avait besoin de moi. Ma sœur, qui avait 17 ans et était parfaitement capable de se débrouiller seule, avait apparemment plus besoin de moi que j'avais besoin de ma propre vie. J'ai supplié, et je n'ai pas honte de le dire. Assise sur le bord de mon lit, je les ai implorés. Je leur ai rappelé combien de temps j'avais économisé, à quel point j'avais travaillé dur, et que cette opportunité ne se représenterait jamais. Ma mère m'a simplement dit de me rendormir. Mon père n'a pas osé croiser mon regard. Ils ont emporté mon passeport et ont fermé la porte. Je suis resté là, dans le noir, à écouter le silence de cette maison qui venait d'engloutir 3 ans de ma vie. J'ai raté mon vol. J'ai regardé l'heure du départ s'afficher puis disparaître sur mon téléphone, assise par terre dans la cuisine, toujours en pyjama. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas parlé. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. Pas ce genre de pleurs esthétiques que l'on voit au cinéma, mais de ceux qui vous laissent déshydraté et vide, ce genre de réveil où, pendant une demi-seconde, on oublie ce qui s'est passé avant que la réalité ne vous retombe dessus comme un mur qui s'écroule. Le 3e jour, quelque chose a changé en moi. Je ne saurais pas dire quoi exactement, peut-être que l'épuisement s'était transformé en quelque chose de plus dur. J'ai croisé mon reflet dans le miroir et j'ai eu du mal à reconnaître la fille qui me fixait, les yeux rouges, vaincue. Je me suis dit, non, pas comme ça. Je me suis levé, je me suis lavé le visage. J'ai mis des vêtements corrects pour la première fois en 3 jours et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je me suis rendu au consulat, non. Pas pour me plaindre ou faire un esclandre, mais parce que j'avais besoin de comprendre mes droits.
Je voulais savoir si ce que mes parents avaient fait était légal ou s'il existait un autre chemin que je n'avais pas encore vu. J'ai pris le bus seul, ce qui semble insignifiant, mais qui me paraissait énorme à ce moment-là. Après 3 jours sans bouger, la salle d'attente du consulat, froide et éclairée par des néons, me semblait surréaliste. J'ai pris un numéro. Je me suis assise et j'ai attendu. Quand on m'a appelé, je me suis approché du guichet et j'ai expliqué ma situation aussi calmement que possible à l'agente. Derrière la vitre, je lui ai parlé du passeport, du vol manqué, de mes 3 ans d'économie. Je m'attendais à de la sympathie, mais rien de plus. Ce qu'elle m'a dit à la place m'a glacé le sang, car ce n'était pas juste une information. C'était une porte qui s'ouvrait, une porte dont j'ignorais l'existence. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit une phrase que je garderai en moi toute ma vie: un passeport délivré à un adulte appartient exclusivement à cet adulte. Et aucun parent, aucun membre de la famille n'a le droit légal de le confisquer. Elle m'a ensuite expliqué exactement ce que je pouvais faire. Je suis ressorti de ce consulat totalement transformé. Ce que cette femme m'avait appris était simple mais dévastateur pour l'autorité que mes parents pensaient avoir sur moi. Elle m'a expliqué que retenir le passeport d'un adulte est considéré comme une forme de contrainte illégale et que j'avais tout à fait le droit de le signaler et d'en exiger la restitution par des voies officielles. Elle m'a tendu un formulaire et m'a donné les coordonnées d'une association d'aide juridique spécialisée dans les conflits familiaux où des enfants majeurs sont sous l'emprise de leurs parents. Je suis resté 1 heure de plus dans la salle d'attente pour remplir chaque ligne de ce document, ma main ayant enfin cessé de trembler. Quand je lui ai rendu, elle l'a tamponné et m'a dit que quelqu'un me contacterait sous 48 heures. Je l'ai remercié et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi en ressentant une clarté nouvelle. L'appel est arrivé le lendemain matin. Une juriste nommée Sandra m'a demandé de passer à son bureau. Elle m'a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a croisé les mains sur son bureau et m'a dit que mon cas était limpide. Une mise en demeure formelle allait être envoyée à mes parents, les sommant de me rendre mon passeport sous 72 heures sous peine de poursuite judiciaire. Elle m'a aussi aidé à contacter l'université pour expliquer la situation et, à mon immense soulagement, le bureau des admissions m'a annoncé que, compte tenu des circonstances, mon inscription pouvait être reportée au semestre suivant. Dans le bureau de Sandra, j'ai pleuré à nouveau, mais cette fois, c'était différent. C'était le soulagement d'une délivrance. Mes parents ont reçu la lettre recommandée le jeudi. J'étais dans la maison quand elle est arrivée. J'ai vu mon père l'ouvrir à la table de la cuisine et j'ai vu son visage se décomposer lentement. Ma mère l'a lu par-dessus son épaule et, pour la première fois de ma vie, je l'ai vue devenir totalement silencieuse, pas d'un silence de contrôle, mais de celui de quelqu'un qui réalise qu'il a fait une erreur monumentale. Aucun d'eux ne m'a adressé la parole. Ma mère a posé la lettre et a quitté la pièce, tandis que mon père fixait le mur en silence. Le vendredi soir, mon passeport était posé sur mon lit, sans un mot, sans une excuse, sans aucune reconnaissance de ce qu'il m'avait fait subir. J'ai réservé un nouveau vol pour le mois suivant. J'ai profité de ces quelques semaines pour confirmer mon logement étudiant, mettre à jour mon visa avec l'aide de Sandra et commencer discrètement à séparer ma vie de la leur. J'ai ouvert mon propre compte bancaire, j'ai changé mes coordonnées sur tous mes documents administratifs. J'ai expliqué en privé à ma sœur ce qui s'était passé et pourquoi je partais, en lui disant que si elle avait besoin d'aide un jour, elle pourrait m'appeler. N'importe quand. Elle m'a serré longuement dans ses bras sans rien dire, et j'ai compris tout ce que ce geste signifiait. Le matin de mon départ, je me suis réveillé avant mon réveil. Je me suis habillé dans l'obscurité, j'ai porté ma valise jusqu'à la porte d'entrée et j'ai appelé un taxi. Mes parents étaient réveillés, j'entendais des bruits dans leur chambre, mais aucun d'eux n'est sorti. Pas d'adieu, pas de dernière tentative pour me retenir, pas d'excuses.
Juste le silence. En posant la main sur la poignée de la porte, j'ai réalisé que j'avais passé des années à interpréter leur silence comme une forme d'amour mal exprimé, mais ce n'était pas ça, c'était simplement l'absence totale d'amour. Une absence que j'avais comblée par des excuses depuis toujours. Je suis sorti de cette maison sans me retourner. À l'aéroport, j'ai passé l'enregistrement et la sécurité avec mon passeport bien serré dans ma main. À la porte d'embarquement, une agente de la police aux frontières a regardé ma photo, puis m'a regardé et m'a demandé de m'écarter un instant. Mon cœur s'est arrêté, j'ai cru que quelque chose n'allait pas encore. Mais elle m'a regardé attentivement. Et m'a dit qu'elle me reconnaissait, elle était là quelques semaines plus tôt et s'était demandé pourquoi je n'avais pas pris mon vol initial. Je lui ai raconté brièvement ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a pris son tampon, l'a appliqué fermement sur mon document et m'a simplement dit, passez une excellente vie, mademoiselle. J'ai étudié à Montréal pendant 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme, je me suis construit une carrière et je me suis entouré de personnes qui m'aiment vraiment. Je n'ai plus jamais reparlé à mes parents depuis ce matin-là. Ce n'est pas une tragédie que je raconte pour attirer la pitié, c'est simplement la fin honnête d'une histoire. Qui en avait besoin? J'ai économisé pendant 3 ans pour partir, mes parents ont volé mon passeport pour m'en empêcher, et je suis parti quand même.